Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette table ronde organisée notamment par la Caisse d'épargne et BPI France autour du rôle des banques dans la réindustrialisation française, un sujet passionnant. J'imagine qu'il y a dans la salle plusieurs d'entre vous qui veulent participer à cette belle révolution en marche, heureusement. J'ai 5 invités aujourd'hui. Je vais commencer par vous, mesdames, qui êtes un petit peu les financières et les banquières dans cette histoire, puisque Sophie Solassol, vous êtes directrice des centres d'affaires de la Caisse d'épargne Île-de-France. On est dans votre territoire et vous êtes venue avec une des entreprises que vous accompagnez ce matin. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Ben oui, il fait nuit, mais on est encore le matin. Ça arrive souvent, c'est un vieux truc effectivement qui se passe souvent dans les théâtres. Nous avons bien sûr aussi avec nous Aïda Urien. Aïda, vous êtes responsable du développement innovation en fait chez BPI France. Et puis 3 entrepreneurs, 3 industriels. Avec à gauche de Sophie, nous avons Jean Mayel, bourgeois, co-gérant de GBTEX. Bonjour. On va bien sûr raconter ce qu'est GBTEX que vous dirigez avec votre frère, mais vous allez nous dire tout ça. On a également, nous avons Jean-François Morizur, qui est le fondateur et le CEO de Kai Labs. Une boîte incroyable. J'ai pas tout de suite compris, mais tu vas nous expliquer ce que tu fais. Et puis on a un 5e entrepreneur en la personne effectivement de David Jankowski, qui est le CEO de Macao. Alors on va bien sûr raconter un peu vos parcours. Sophie, quand même, un mot, puisque vous êtes un peu à l'initiative de réunir ces talents. Quel est le rôle de la Caisse d'épargne ? Écoute, nous, on est d'abord ravis d'être ici avec 3 chefs d'entreprise, avec un parterre également d'entrepreneurs au sein d'un big event comme celui d'aujourd'hui. Nous, le plan 2030, il a une résonance très très étroite aujourd'hui avec les valeurs de la Caisse, mais aussi notre organisation, notre offre. Les valeurs, on va faire vite, mais nous sommes une banque coopérative, une banque mutualiste. Et donc, nous, notre ADN, c'est d'être au plus proche de nos territoires, avec nos clients. Et l'utilité est pour nous au quotidien notre savoir-être. Ensuite, l'organisation, 15 caisses régionales qui connaissent très bien, très ancrées dans leur territoire, qui connaissent tous les acteurs, très important. Et enfin une offre. On se veut, on se doit d'être présent sur tous les items pour accompagner nos dirigeants. Donc on va faire bien sûr de la banque classique sur des flux domestiques ou internationaux, mais aussi on va être capable d'adresser des sujets plus complexes de financement. On peut aussi intervenir en capital equity, on peut faire du financement non dilutif. Bref, on veut répondre à tous les sujets. Et juste parce que je ne veux pas garder la parole trop longtemps, parce que le plus important, c'est eux et pas nous, c'est dire quand même qu'on s'intéresse de plus en plus à un sujet aujourd'hui qui intéresse tout le monde, qui est une obligation, c'est la démarche ESG. Et la RSE au sein de la Caisse d'épargne Île-de-France est devenue, et les caisses d'épargne de manière générale, est devenue un petit peu notre leitmotiv. On a d'ailleurs signé récemment un partenariat avec BPI pour aider nos clients à aborder le sujet par le biais du bilan carbone. Voilà, pour poser un petit peu les sujets. Et on est très fiers d'accueillir 3 brillants chefs d'entreprise. Merci Sophie. Aïda, on est un peu chez vous ici, c'est vous la puissance invitante c'est ça, de cet événement. Alors le rôle de BPI dans cet objectif fantastique qu'est la réindustrialisation française. Oui, on s'est structuré autour de France 2030 pour accompagner les entreprises industrielles. J'en parlerai tout à l'heure et on est très heureux de pouvoir être là aux côtés de la Caisse d'épargne et puis des entrepreneurs qu'on a accompagnés ensemble dans ce grand projet. Alors on va démarrer avec Jean-François Morizur. Jean-François, comme je disais que j'avais pas tout bien compris à ton entreprise, c'est qu'elle est incroyable. C'est une deep tech qui est née en fait à Rennes en 2013. Explique-moi en quelques mots simples comment tu arrives à travailler avec des entreprises de la défense américaine, des japonaises, pour accélérer le débit en passant par le satellite. Alors explique-nous tout ça. Je résume très mal, hein, vous avez compris, j'ai pas tout bien compris, mais vous allez voir, c'est passionnant. Non, c'est excellent. Ouais. Donc je pense que je peux m'arrêter là. J'ai pas tout faux, alors dis-moi, vas-y, raconte-nous. On est effectivement une deep tech, on doit faire partie de French Tech 2030. On doit faire la sélection de deep tech là, pour la suite. On a une dizaine d'années, on est une spin-off d'un laboratoire parisien et ensuite on est parti à Rennes, mais effectivement on a recruté les premiers employés à Rennes. On est 87 aujourd'hui et ce qu'on fait effectivement c'est des liaisons optiques entre les satellites et le sol. C'est doit être 60% de notre activité. Quand on a démarré, on ne pensait pas faire ça. En fait, il y a un fil rouge et la technologie qui est sortie, c'était savoir gérer la forme de la lumière, forme de laser. Et il se trouve que le problème pour connecter un satellite au sol avec des lasers, c'est l'atmosphère. D'accord. Retirer l'atmosphère, il y a plein de gens qui ont essayé, mais c'est un peu compliqué. Oui. Et la solution, ça devient de gérer l'impact de l'atmosphère sur le faisceau laser, c'est-à-dire gérer la forme, traiter la forme. Et c'est pas évident. Et les impacts, par contre, sont assez massifs parce que y a d'abord des impacts au niveau souveraineté, parce que c'est des liaisons qui sont très difficiles à intercepter,
très difficile à détecter. Donc évidemment, on a vendu ça à des gouvernements. Donc c'est des stations qu'on vend. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que ça fait des liens qui sont beaucoup plus capacitifs. On peut dans 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois plus de débit que de la radio. Et donc ça veut dire commencer à projeter des qualités d'opérateurs télécoms par le biais du spatial. Qui sont déjà vos clients ou que tu vises SSC, Swedish Space Corporation, par exemple, c'est un client à nous pour des stations sol. Et là, c'est du civil à 100%, effectivement. Quand on parle d'industrie française, il y a un impact justement sur la localisation. Qu'est-ce qui est produit où? Puisqu'on parle de relocalisation, en quoi participes-tu en tant qu'entreprise française à cette ambition française? Alors nous, tout ce qu'on fait est produit en France, à Rennes. Oui. Voilà, on grandit, on a 3500 m², 8000 m² de terrain, on est en train de regarder pour des extensions. Oui. Donc il y a des gros enjeux de taille, effectivement. Et le pari qu'on a fait, c'était de se dire, on va construire, on va fabriquer en France. Évidemment, les entrants, on ne fabrique pas des puces. Donc les puces, on les achète à droite à gauche. Ça peut comprendre des trucs qui viennent de Chine, etc. Mais l'assemblage, la construction de nos systèmes, la valeur ajoutée, elle est en France. Qu'est-ce que vous faites différemment des autres, peut-être même mieux que les autres, qui vous permettent de travailler sur autant de marchés? Chaque fois que tu me cites un exemple, c'est en dehors de la France quasiment, des gouvernements américains, des Japonais, des Taïwanais, le nord de l'Europe. Comment est-ce qu'on conquiert le monde avec une telle technologie aujourd'hui, en tant qu'entreprise française? En fait, les appels d'offres sont concurrentiels, ils sont ouverts à tout le monde. Faut avoir la meilleure offre pour gagner. Vous êtes nombreux sur ce marché aujourd'hui? Là, dans ce que je sais, sur les derniers gros appels d'offres que j'ai vu passer pour les informations, ils envoient les consultations à 15 boîtes dans le monde. Et après, on fait partie des top 2, top 3 sur ces sujets-là, quoi. Mondiaux, au niveau mondial. Le marché mondial pour ces sujets-là. Après, hors Chine, Russie. Sophie? Grosso modo, c'est étanche avec la Chine-Russie. Hors Chine-Russie, pourquoi? Parce qu'ils travaillent entre eux. Aujourd'hui, exporter en Chine et en Russie, c'est pas simple. Ça se fait pas, et vice-versa. Ni très conseillé, en tout cas. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Ni très conseillé. On vend pas en Russie de manière assez évidente, donc voilà. Sophie, un commentaire. Peut-être juste pour compléter ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand on est une entreprise comme toi dans la deep tech, etc., la difficulté, c'est finalement d'avoir envie de rester sur le territoire. Parce qu'on est attiré justement par partir à l'étranger, partir beaucoup plus loin. Et les choix que tu as fait toi, c'est justement de continuer à rester implanté sur le territoire rennais. Et ça, c'est ça la grande différence de certaines entreprises par rapport à d'autres. On va venir à un autre entrepreneur avec David Jankowski. J'aimerais que tu nous présentes un peu Macao, qui est une société de packaging, qui elle aussi travaillait avec le monde entier et qui est en train de rapatrier beaucoup de choses. Parle-nous un peu de l'aventure déjà. Qu'est-ce que vous faites? Alors l'aventure a démarré il y a maintenant 15 ans. Initialement, la difficulté de créer un outil industriel en France, c'est très capitalistique. La moindre machine et le moindre outil, c'est autour de 500, 600, 700 000 euros. Donc vous imaginez bien, pour quelqu'un qui sort d'école de commerce ou pas, se dire, allez, on va monter une usine de coffrets. Pour les marchés du luxe, c'est pas possible. C'est ça le positionnement. Voilà. Donc, et toi, ta formation était industrielle, ingénieur ou pas du tout? Pas du tout. Moi, j'étais issu d'une formation de commerce. Oui. Et donc, on a démarré à produire en Chine. Et grâce au business réalisé avec la Chine, on a pu s'offrir une usine en France. À quel moment? Combien de temps après? 10 ans. 10 années. Et ça a été un choix cornélien, puisque finalement, l'entreprise était plutôt profitable en produisant avec la Chine. Est-ce qu'on remet en question ce modèle économique qui est le make and trade, et se dire, prendre le risque et de sauter le pas, le grand pas pour réindustrialiser, c'est un nouveau métier. En tout cas, on l'a opéré et ça fonctionne aujourd'hui. Mais pour qu'on comprenne bien, David, ton public, quel est-il? Parce qu'en fait, tu dis des coffrets. Qui sont-ils tes clients? Le luxe, qui utilise, à part, j'imagine, peut-être le parfum, peut-être le chocolat? On a 3 grands métiers. Le fine food. Donc quand vous achetez un coffret de chocolat, il y a de fortes chances qu'il ait été réalisé par Macao et Edmond, l'entreprise qui fabrique en région Bourgogne à Mâcon. Qui est vous aussi? C'est vous, oui, Edmond? D'accord. Oui, c'est ça. Okay. Edmond, c'est le nom de l'atelier de production. Okay. Vous avez aussi donc, tout ce qui est le monde du parfum, cosmétique, et la 3e branche, c'est les vins spiritueux. Donc on a ces 3 grandes lignées. On travaille peu avec le monde du textile. On va travailler par exemple potentiellement aussi avec la maroquinerie. Donc on a les grands marchés du luxe, et puis le luxe un peu plus accessible qui va être le monde du chocolat, le fine food. Et ils ont tous des besoins en coffret pour pouvoir délivrer dans le monde entier aux clients et
et continuer à proposer à leurs clients définitifs l'expérience client à travers le coffret. Alors, en chiffres aujourd'hui, je ne me trompe pas en disant que ça représente à peu près 25 emplois, 50 personnes, 10 millions. Enfin, il y a parce qu'il y a j'imagine les temps pleins et les temps partiels, Oui. qui a 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et que vous grandissez de 30% par an. Voilà, donc on a un objectif qu'on a revu encore ce matin à la hausse, puisque les chiffres sont plutôt On ne peut pas bons. s'absenter. Voilà. Non, ce matin, oui. Et on vise les 20 millions d'euros d'ici pas le bilan là, mais le bilan suivant. Alors, il y a un truc intéressant que tu nous as dit quand on a préparé ensemble, tous les 5, cette table ronde, c'est que je t'ai demandé si c'était tes grands clients, et je pensais à des LVMH, etc., qui t'avaient finalement un peu convaincu ou donné envie de rapatrier ta production en France. Tu m'as dit non, pas du tout, c'était plutôt les petits. Et puis C'est les ça. gros sont venus après. C'est intéressant quand on raisonne un petit peu ouais. sur qui drive finalement la relocalisation en France et à quel type de quête de sens ça correspond en fait. Raconte-nous. Alors c'est très vrai, en fait, les choses sont passées un petit peu déjà un petit peu avant le Covid. Il y a eu tous les soucis logistiques que vous avez pu entendre, parce que tout le monde a été finalement concerné, avec la Chine, les containers, les flux de transport qui ont été bouleversés. Et puis à ce moment-là, nous, les artisans qui ont des très belles PME, que ce soit, alors je vais en citer un, c'est la maison Pralu qui est à Roanne, où un jour, Monsieur Pralu, qui a une entreprise très florissante, m'a dit David, je ne veux plus acheter en Chine, donc on t'aime bien, mais il faut que tu trouves une solution. Donc à ce moment-là, ça a pris du temps, il nous a fait confiance et il nous a accompagnés. Et la deuxième personne qui a été décisive pour nous, qui est un client historique, c'est la maison Tétinger, qui est donc dirigée aujourd'hui par Vitaly Tétinger. Et en toute transparence, Vitaly m'a dit, écoute David, pareil, on t'apprécie, mais le comité de direction a décidé de rapatrier l'ensemble des productions France, même pas Europe, le plus possible. C'est-à-dire que l'objectif premier, c'est la France. Et donc, quand il y a deux grands clients comme eux qui vous disent gentiment on apprécie vos créations et vos développements et on souhaiterait du France, soit on se remet en question et on se dit qu'est-ce qu'on fait, soit on n'écoute pas et puis on continue dans le modèle économique qui était le nôtre, qui fonctionnait très bien puisque les coûts de structure étaient relativement faibles. Oui, c'était un bureau à Paris. Et voilà, oui. exactement. Et du coup, ça a impacté la rentabilité? Est-ce que ça a modifié les métriques en fait? On parlera d'argent après, on va parler évidemment maintenant, on reviendra après avec vous sur comment vous avez financé tous ces développements. Mais pour autant, est-ce que ça a eu un impact sur la façon de gérer ton entreprise et son résultat? Qu'est-ce que ça a eu comme effet économique? Alors l'impact, c'est complètement différent comme gestion, puisque quand on achète en Chine ou en Europe de l'Est, ou au Portugal ou ailleurs, on achète un produit fini. Donc on achète, on revend, finalement c'est commerce de gros, c'est très simple. À partir du moment où on commence à produire, on multiplie le nombre de fournisseurs, parce que pour un produit, on a peut-être 15-20 fournisseurs, comme toi d'ailleurs, pour tes produits. Et donc, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe. Donc, il va falloir... nous, aujourd'hui, notre force a été de ne pas rentrer dans le système de combien ça nous coûte, mais avant tout, quelle est la valeur marché de notre produit. Et partant de la valeur marché du produit, on va pouvoir tisser un prix de vente et donc du coup vérifier si notre prix de revient ensuite il est bon. Mais partir d'un prix de revient avec un système ERP très basique sur les marchés du luxe où c'est du spécifique de partout, c'est là où aurait pu être le danger dans lequel on n'est pas tombé. Voilà. Je t'interrogerai peut-être après dans une autre série de questions sur comment on devient industriel. Parce que là, tu ne l'étais pas et tu l'es devenu. Mais je vais quand même te donner la parole, Sophie. Un commentaire parce que tu le connais bien. Vous l'avez accompagné à la Caisse d'épargne. Je connais bien David, ça fait une France. dizaine d'années qu'on se connaît. Quel est ton regard sur cette aventure et comment l'accompagnez-vous avant même qu'on parle ensemble d'argent et de chiffres et de levée d'argent, mais le regard de la Caisse d'épargne et de ton regard sur cette belle entreprise? Déjà, aujourd'hui, au Béguineau, c'est la fierté, le thème. Moi, je suis très fière quand je vois un chef d'entreprise comme David et puis, bien entendu, nos autres camarades qui sont capables de porter, en démarrant de rien, de porter des projets pour aller sur des projets industriels et pour chacun d'entre nous. Franchement, moi, je suis fière. Alors, pour être plus sérieuse et plus transparente, en fait, ce que David ne dit pas, c'est qu'il a cumulé un triple problème. C'est qu'il avait à financer sa relocalisation et la création de son usine. Il devait financer
la sortie d'un actionnaire historique et devait agrandir. Qui est ici d'ailleurs, Boris. Ici d'ailleurs, bonjour Boris. Et qui lance un très beau projet Cercaliste. Je vous invite à aller voir. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas fâché? Ah non. Pas du tout. Non, c'est toujours intéressant dans les histoires d'entrepreneurs, savoir si on peut se séparer. Pas du tout, mais il fallait quand même le financer. Copains. Il fallait quand même le financer. Et puis après, il y avait un troisième sujet, c'était agrandir ses locaux à Paris, parce que la croissance était là. Il fallait financer ces trois sujets en même temps. Et là, c'est le début du commencement. De l'équation devient très complexe pour un chef d'entreprise sur une taille d'entreprise de ce type-là. Pourquoi? Parce que ça arrivait en même temps? Il y avait Et il l'avait pas prévu. Il Ouais. l'avait pas prévu. Comme il vous explique, c'est ses clients qui viennent le chercher pour créer une usine. Alors il en rêvait, mais il n'avait pas prévu de le faire maintenant. Et à ce moment-là, il y a 3 opérations qui se situent en même temps. Alors comment on fait à ce moment-là? Je crois qu'on peut témoigner, David, tu me diras si je me trompe, mais en fait, on a réussi ensemble à réconcilier le meilleur de 2 mondes, le meilleur du chef d'entreprise et le meilleur du monde des banquiers. Comment on a fait? D'abord, on a commencé par s'écouter. Moi, je l'ai écouté. Je lui ai dit, tu veux faire quoi finalement? Et puis à la fin, on s'est dit, bon, on va sortir de nos contraintes respectives, chacun de notre côté, parce que sinon on n'y arrivera pas. Puis on va plutôt se dire, bon, on va ouvrir le champ des possibles. Et on a réussi à financer les 3. Et ce qui est extraordinaire chez David, c'est qu'il a une capacité d'écoute et de compréhension des marchés autour de lui qui a fait qu'il a obtenu, sans difficulté, et grâce à BPI d'ailleurs, Oui, partenaire, ouais. les 3 financements très importants à l'époque pour son entreprise. Alors, on continuera à parler un petit peu des mécanismes, mais j'aimerais quand même vous présenter Jean Mayol, Bourgeois et GBTEX. GBTEX, c'est une entreprise qui est assez ancienne et familiale, qui a été créée par ton père. En fait, il y a combien? 15 ans? C'est ça, 15 à 20 ans? Je n'étais pas sûr. Tout à fait. Mon père a créé donc, la première entreprise. En fait, GBTEX est un groupe, donc 2 entreprises, on peut dire donc groupe. GBTEX Collect donc, a été créé par mon père il y a 18 ans maintenant. Ça faisait partie de son parcours professionnel. Il était, on va dire, il était salarié dans une entreprise qui a déposé le bilan et donc il a créé son entreprise tout seul avec ma mère. Et l'entreprise, on peut le dire, lui a littéralement explosé la figure puisqu'il a fini par appeler ma sœur, mon frère et puis moi, je suis le dernier de la famille, donc on s'est arrêté là. Attends, que tu lui dis péter la figure, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour vous donner une idée, il a dû démarrer la première année, il a dû collecter. Donc à chaque fois, c'est un système de collecte avec des associations, explique-nous le concept. des structures. La mécanique et le modèle, en fait. En fait, le système de collecte est relativement simple. On va s'appuyer à chaque fois sur un acteur local pour faire de la collecte. Qui collecte des vêtements. Qui collecte des vêtements, donc tout ce qu'on appelle le TLC, textile, linge de maison, chaussures. Donc on va s'appuyer sur un acteur local, type association, structure d'insertion, collectivité, syndicat de déchets. Toute personne qui va vouloir, ou auto-entrepreneur, toute personne qui va vouloir faire de la collecte localement, c'est lui qui connaît son territoire. Nous, on va lui fournir les moyens et on va surtout lui garantir un écoulement des textiles collectés. C'est bien joli de collecter du textile, mais quand vous avez 9 tonnes de textile dans votre garage, c'est très rapidement la panique. Donc il faut qu'on puisse lui garantir une évacuation en tout temps, un paiement en tout temps de ce textile. Juste explique-nous, pour ceux qui ne savent pas, qui paye, qui achète ces textiles, au fond, la mécanique, quels sont les acteurs de l'écosystème, en fait, qu'on comprenne bien. Les acteurs de l'écosystème, c'est relativement simple. On va avoir donc un collecteur local qui va collecter le textile qui va être déposé dans les différentes bornes ou directement aux associations. Ok. Le textile, GBTEX Collect va le racheter. D'accord, c'est vous qui rachetez. C'est nous qui rachetons le textile à ces structures-là, ce qui leur permet de financer, en fait, de transformer le don en finance, et donc du coup, pour après, avec ces finances, pouvoir faire des actions sociales, notamment pour les structures associatives ou tout simplement pour être viable économiquement pour les parties insertion. Et si on revient du coup sur le moment où ton père effectivement vous appelle, c'était parce en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une jolie histoire. Il a démarré, il devait faire peut-être 600 tonnes à l'année, donc quelques camions. Aujourd'hui, on est à 16 000 tonnes. Donc il va falloir un moment gérer tout ça. De collecte. Et il y a 15-20 ans, une vingtaine d'années maintenant plutôt, il a été approché par le groupe Boer, le groupe Boer, qui sont des Hollandais. Je ne sais pas par quel sang-froid, en fait, le groupe Boer est arrivé en disant voilà, on vous propose de racheter votre entreprise. Et je ne sais pas par quel sang-froid il a répondu non. Mais il a répondu non. On est normand, alors forcément non, mais. Et il a répondu non, mais par contre, on peut sérieusement travailler ensemble et monter un partenariat plus pérenne. Et donc, mon père avait monté GBTEX, Georges Bourgeois, GBTEX. Et donc, ils ont monté GBTEX Collect. Avec le deal qui était simple, c'était le groupe Bourg amène les finances et mon père amène le travail. Sauf que ce partenariat l'a fait grandir d'un coup et il ne pouvait pas être partout.
Donc il a appelé notre sœur qui est venue l'aider, il a appelé mon frère qui était ancien banquier et donc qui est venu Personne n'est l'aider. parfait. Hein. Non, mais bien sûr que non. Et vous allez voir que c'est une très grande force qu'on a. J'allais dire, c'est super utile toujours d'avoir. C'est ça. Et moi, je suis ancien responsable qualité sécurité et j'avais surtout jamais prévu de travailler dans le textile. Et Et encore moins avec ton frère et ta sœur et ton père. Perdu, on y allait et on fait donc une très belle équipe puisqu'on a pris la cogérance avec mon frère. Ce qui permet d'avoir chacun ses domaines de prédilection. Sauf que du coup, la croissance aujourd'hui crée des besoins, notamment d'investissement pour avoir une usine. Tout à fait. Et on est là pour en parler. En fait, on prend à peu près 15% de chiffre d'affaires en plus chaque année. Donc ça grossit vite. On a les actualités, on voit que les textiles, c'est vraiment quelque chose qui est regardé d'un point de vue environnemental. C'est une très bonne chose, avec un éco-organisme qui va donc augmenter ses collectes, qui a des objectifs très ambitieux qui ont été fixés par le gouvernement. Donc il va falloir s'y mettre. La problématique du moment, c'est que j'ai 16 000 tonnes de collecte qui sont réalisées chaque année. J'ai un centre de tri qui s'appelle GB Textri Normandie, qui a une vingtaine de salariés et qui va traiter 4 000 tonnes de textiles par an. Et à la sortie de GB Textri, j'ai des clients qui tous les jours viennent nous voir en disant « s'il te plaît, Jean-Manuel, plus ». Plus, plutôt, s'il te plaît, Paul-Antoine, c'est lui qui s'occupe du business. Plus, donne-moi en plus, vends-moi en plus, j'ai besoin de plus de textiles. Pourquoi ? C'est vrai qu'on a misé, nous, sur un travail de qualité pour pouvoir satisfaire notre client. Et donc, du coup, c'est pas compliqué. J'ai 16 000 en entrée, j'ai 4 000 au milieu dans le tuyau de tri. Il faut que je fasse plus si je veux contenter mes clients. Donc, du coup, c'est là où on a démarré ce qu'on appelle JB Textri version 2, pour pouvoir construire un centre de tri qui va être l'un des plus gros centres de tri français. On construit un bâtiment, 6600 mètres carrés. Ça en Normandie également ? En Normandie, on est à 10 km. On voulait vraiment pouvoir emmener l'ensemble de l'équipe qui a construit aussi GB Textri. On n'oublie pas nos salariés. Une fierté ? Une fierté complètement. Ouais. Sans eux, on n'y serait pas, très clairement. Donc, on les emmène. On est en train de se mobiliser pour pouvoir tous les emmener. Et on les emmène donc à une dizaine de kilomètres où on a acheté un terrain. Et on va donc monter ce centre de tri qui va faire 6600 mètres carrés. Et surtout, on va changer d'échelle puisqu'on va passer en échelle industrielle. Le secteur du tri français est très orienté manuel. Alors, c'est un tri qui sera de toute façon toujours manuel, mais toute l'activité du centre de tri est manuelle. C'est-à-dire qu'on a des bacs de textiles. Manuellement, on a un opérateur qui va venir changer le bac, mettre un nouveau bac, l'emmener en presse et ainsi de suite. Nous, on fait le pari. En fait, on fait un copier-coller de ce qui se passe déjà en Belgique et en Hollande avec le groupe Bourg. On va industrialiser au maximum tout ce qui n'est pas créateur de valeur. Le tri, qu'est-ce qui crée de la valeur chez nous ? C'est le fait de trier le textile. Déplacer, manutentionner, ça aide, et on en a besoin, et c'est vital. Mais si on peut l'automatiser, on y gagne quelque chose. Donc la prochaine usine, on aura donc une plateforme de tri où on aura des salariés qui manuellement continueront à trier le textile, ce qui nous permet de garantir une qualité permanente. Par contre, l'ensemble des déplacements du textile, du déchargement vers la table de tri, vers la table de deuxième tri, vers le conditionnement, tout va être automatisé, ce qui va nous permettre de mettre au maximum la masse salariale sur les opérations de tri. Alors si on parle un peu argent, puisque ce sera un peu l'objectif après que chacun de vous deux ou vous trois nous dise comment ils ont financé ça. Toi, c'était 18 millions d'euros que tu as levé pour cela. C'est ça l'idée. Et comment on fait pour financer un tel projet ? Alors, on est au 16,5 millions, on arrive à 18, allez, très rapidement, on n'est plus à ça près. Comment on fait pour financer ? On a des valeurs dans l'entreprise et le partenariat, l'alliance qu'on a avec le groupe Bourg, c'est des investisseurs opérationnels. Et ça change tout pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas des personnes qui sont là et qui ont juste qu'une idée en tête, c'est récupérer leur argent. Donc ils sont investisseurs opérationnels, c'est-à-dire qu'ils nous ont aidés sur la première version de GBTEX en nous amenant de l'argent, en faisant de l'apport en compte courant, mais en ne nous mettant pas une pression sur le retour. Et ça s'avère que l'opération a réussi, puisque maintenant on est complètement autonome, on a pu faire le remboursement de cet argent. Et c'est là ce qui leur a donné envie de passer en version 2. La version 2, donc il y a à peu près 18 millions, il y a un apport qui est fait effectivement par le groupe Bourg. Et puis après, on est allé voir notre banque historique, le CIC, pour leur dire, voilà le projet. Et c'est là où en fait on a monté un pôle bancaire, BPI, et puis donc la Caisse d'épargne, pour réussir... Ne nous oublie pas quand même. Non, surtout pas. Pour réussir à... On peut avoir des banques. Voilà. Alors c'est vrai qu'on avait un projet qui cochait un peu toutes les cases. C'est-à-dire qu'on fait de l'environnement. En ce moment, oui, vous êtes pile poil dans l'air du temps. Voilà. On va embaucher, on va faire comme vous voulez, vous verrez à la fin de notre effectif, essentiellement du personnel féminin. On n'arrive pas à embaucher d'hommes sur le tri, c'est très difficile. Je fais toujours un appel, au cas où. Donc, personnel féminin, on n'a pas besoin de qualification particulière. On va former les gens directement.
Et on travaille en journée du lundi au vendredi. Et vous créez les emplois locaux dans les territoires. Et donc on va passer, on est aux alentours, GBTEX Collect et GBTEX Tri, on est aux alentours de 25 salariés aujourd'hui. On passera donc à une cinquantaine de salariés. Donc ça s'est fait par emprunt, par à la fois fonds propres. À la fois fonds propres, apport en compte courant, et puis des crédits, des emprunts. On est aussi labellisé France Relance, où il y a quand même 800 000 euros qui sont arrivés après la période Covid un peu difficile. Et donc après des emprunts, une partie orientée sur le bâtiment et une partie orientée sur la machine. Aïda, puisque je te donne la parole tout de suite, Sophie, juste puisqu'on a évoqué BPI, typiquement le rôle de BPI dans une aventure comme celle-là, puisque vous y avez été associé le rôle de BPI France, c'est de tout d'abord bien comprendre les besoins de l'entreprise en fonction de sa maturité et puis essayer de trouver le bon produit pour le bon moment. Et puis d'investir aux côtés de banques telles que la Caisse d'épargne. Donc c'est vraiment un travail qui se fait main dans la main avec l'ensemble des acteurs et les entrepreneurs, et puis aussi un rapport de proximité évidemment en local. Mais pour autant, si il n'avait pas eu à la fois ce groupe Bourg qui a accepté de mettre de l'argent en fonds propres et une banque qui l'a suivi, quelles étaient les éventuelles solutions de type BPI France qu'il faut connaître lorsqu'on est dans une situation de cette nature en fait? Ouais, peut déjà en dire un mot. On va continuer avec nos deux autres amis qui nous expliquent eux comment ils ont financé leur développement industriel. Mais pour autant, on peut faire un premier point là-dessus, effectivement. Oui, tout à fait. Sur les différents dispositifs, en fait. En dehors de tout ça, BPI France est structuré autour de France 2030 et a créé tout un parcours d'accompagnement, de financement et d'investissement pour les entreprises dans cette phase d'amorçage industriel. Donc on a à la fois les diagnostics, l'accompagnement, les accélérateurs, néo-start-up industriels, pivots, et puis toute la partie pré-nouvelle industrie qui sont des prêts sans garantie, et le nouveau fonds d'amorçage avec une dotation de 50 millions d'euros. Donc on essaie vraiment de suivre l'entreprise dans sa croissance avec de l'argent, avec des missions de conseil et beaucoup de soutien. On évoquait une collaboration BPI et banque. Comment est-ce qu'elles bossent ensemble, BPI France et les banques, justement, avec Sophie? Comment entre vous fonctionnez-vous? En fait, on a toujours travaillé de manière très très proche et très étroite avec BPI de tous les temps. Aujourd'hui, on travaille évidemment sur des sujets de relocalisation industrielle parce que c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui, mais on peut travailler aussi sur des sujets dans l'innovation et mixer un peu tout ça. D'ailleurs, si je ne m'abuse, les financements qui t'avaient été proposés venaient aussi de financements adossés au Fonds européen d'innovation. Et on travaille beaucoup avec BPI sur ces sujets-là. Donc on essaye de mixer en fait les sources. Et tu m'as pas posé la question, mais je te réponds quand même. Comment on peut faire également pour je l'avais en tête. Non, je m'en doutais, j'anticipais. Je pense qu'on est dans une démarche très proche avec BPI pour d'abord écouter nos clients. Et quand on a écouté les clients, qu'on a compris la problématique, on va s'organiser, on va mettre en œuvre toutes les possibilités possibles qui partent de l'equity jusqu'à la dette. Mais en tout cas, on va trouver toutes les solutions. Donc s'il n'y avait pas eu ton industriel Boer, on aurait certainement pu intervenir sur des opérations de haut de bilan ou de financement non dilutif. Bref, on aurait trouvé. Question de volonté. Tous les dossiers ne sont pas forcément des collaborations BPI France aujourd'hui. Pas forcément. Mais quelle est la proportion, notamment dans le secteur industriel? La plupart le sont. Il y a toujours un contact. Alors, ça va m'être difficile de te répondre pour l'ensemble des caisses d'épargne. Moi, je peux te répondre au niveau de mes centres d'affaires sur Paris. On va avoir une habitude de partager régulièrement avec BPI. C'est une démarche habituelle. On peut parfois prendre seul, mais par définition, on va partager parce qu'il y a un sujet d'expertise. L'expertise, elle s'acquiert à plusieurs. On ne sait pas tout seul les choses. Et on partage leur propre, on va dire, verticale sectorielle et les nôtres également. Jean-François, je reviens vers toi pour que tu expliques un peu comment toi aussi tu as financé une aventure qui pouvait peut-être d'un certain côté faire un peu pas rapport aux financiers classiques que sont les banques. D'ailleurs, tu as eu quelques allers-retours avec l'une d'entre elles et tu n'as pas envie de la revoir d'ailleurs, puisqu'on ne la citera pas, mais tu me l'as donné au téléphone. Mais pour autant, raconte-nous comment tu as levé, parce que j'ai quelques chiffres là sous les yeux, 46 millions d'euros, dont 30 au cours des 12 derniers mois. C'est ça. Donc... Où est-ce qu'on va chercher cet argent ? Donc, nous, là, dans ce cadre-là, c'est de l'equity, donc c'est que du capital risque. Parce qu'en fait, dans ce qu'on fait, il y a une quantité de risques assez phénoménale à plein de niveaux. Un manque de visibilité aussi. Risque marché, risque technique, et des risques qui nécessitent de l'expertise pour les auditer.
moi, c'est souvent, je vois le dernier tour de table, les 30 millions, on s'est fait auditer. Le gars qui nous a audité, c'est un mec qui était expert à la NASA et qui a une page Wikipédia, quoi. Enfin, à ce niveau-là. Donc, voilà, il faut avoir ce niveau d'expertise-là pour que le lead du tour se dise, OK, je suis prêt à mettre la moitié. Donc là, c'était 15 millions dans cette affaire-là pour solidifier le tour. Donc, effectivement, on a eu besoin en fait de capital risque pour notre développement et je pense que c'est assez structurel pour tous les deep tech. Par contre, il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième niveau qui est très intéressant, c'est que la BPI apporte du non dilutif. Alors il y a une partie subvention et une partie en particulier pour tout ce qui est sujet d'innovation qui a été particulièrement utile. Alors il y a aussi un étage européen, donc il faut savoir jouer à l'étage français et l'étage européen. Et ensuite il y a effectivement tout ce qui est avance remboursable, prêt, etc. qui vont arriver à différents niveaux, souvent après une levée, qui peuvent être particulièrement efficaces. Et on commence à devenir pertinent pour des banques. Mais c'est vrai que nous, ça a mis beaucoup de temps à arriver à une pertinence bancaire parce que finalement, effectivement, le modèle, il est complexe. Et je ne peux que valider le fait que les cas où on a du financement bancaire, il y a très souvent BPI dans la boucle, voire tout le temps BPI. Sachant que vous n'êtes toujours pas rentable, je crois. On a des produits rentables, ouais. Dans la totalité on ne l'est pas. Et les 30 millions qu'on a levés servent à ça, en fait. C'est de l'investissement. Et tu as commencé avec BPI France en 2019, c'est ça ? C'est ce que je crois que c'est ce que tu m'avais dit. Alors, nous, dans notre cas, on a un des fonds de BPI au capital, en equity, depuis 2019. Par contre, BPI nous a accompagnés sur des éléments non dilutifs avant ça. Et en particulier des avances remboursables sur des projets de développement. On avait évoqué, je crois, ensemble, un dispositif néo-business dont tu as bénéficié. On peut en dire un mot, à la fois sur le mécanisme, pour qu'on comprenne ce que c'est et comment toi, ça t'a été utile ? Alors oui, on a eu plusieurs éléments avec la caisse d'épargne. On a eu très récemment un financement sur un télescope, ce qui n'était pas évident, honnêtement. Voilà, je tiens à applaudir. On est très fort. Hein. Ouais, exactement. Qui était pas. Alors le néo-business, pour moi, c'est la manière d'interagir avec la caisse d'épargne. C'est pas un outil financier. Ouais, pardonne-moi de t'interrompre. C'est plus une filière, si tu veux. On a décidé de créer des verticales un peu plus sectorielles. Alors ça va être le cas sur néo-business pour tout ce qui est tech ou innovation. Ça peut être le cas aussi sur l'industrie où, par exemple, on a créé un centre d'affaires dédié chez Caisse d'épargne Île-de-France pour cela, parce qu'on est plus fort quand on est sur la thématique. Bien sûr, raconte. Effectivement, donc c'est cette logique d'expertise qui est très importante parce que sinon, effectivement, quand on arrive, on ne rentre pas dans les cases. Donc, on a beau avoir beaucoup d'argent sur le compte en banque, ça compte pas. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre de faire du financement sur certains capex, etc. Ça peut être très utile. Et donc, il faut parler avec des conseillers qui sont un peu au courant. David, je reviens vers toi sur deux sujets. Sur d'abord, peut-être qu'on peut explorer un tout petit peu cette situation atypique que tu as été en forme à la fois de rachat des parts de ton associé plus financement. Parlons rapidement, avant que je te réinterroge sur la difficulté de créer une usine en France, ou pas d'ailleurs, tu vas nous le dire, mais sur cet aspect financier, comment tu as géré cela en fait ? Alors sur l'aspect financier, c'est qu'on crée de zéro, donc c'est un terrain vierge. Il faut dimensionner le projet par rapport à un prévisionnel. La difficulté, c'est que on pense, mais on n'est jamais sûr. Donc il y a du délai aussi pour recevoir le matériel. Donc il y a cette phase d'amorçage pour arriver rapidement et le plus rapidement possible à produire et pour être rentable. Donc on a emprunté en tout 4 500 000 euros pour le démarrage. Il va falloir prochainement que je revienne voir Sophie d'ailleurs. J'ai peur parce que tu as donné des idées de grands locaux, là, j'ai très peur. Investir dans une nouvelle ligne de production. Et donc, du coup, votre question, c'était, Philippe ? La question, c'était en fait à la fois comment tu as financé cette double aspect départ de ton associé, financement de ton aventure, et comment, quand on entreprend from scratch, en tant qu'entrepreneur en France, les difficultés que tu as rencontrées, tant sur le principe même de créer une usine sur le territoire, que la mise en œuvre de tout ce rêve. Et c'est tout en même temps. Donc le problème, c'est qu'il faut tout gérer en même temps et il faut gérer le business qui est au quotidien, bien sûr. Quotidien, qui permet de financer ça. Donc la difficulté, c'est qu'au début, on a cherché d'entreprises à racheter. Parce que bien évidemment... Un site, tu veux dire? Oui, un site de production. Puisque quand on va voir un banquier, et pour le coup, c'est pas... Sophie ne raisonne pas comme ça, mais de manière générale, parce que j'ai été voir un autre avant, ils vous disent, mais c'est quand même plus simple de racheter une entreprise existante. Parce que forcément, banquier va financer... un compte d'exploitation, il est rassuré, il se dit voilà, c'est la continuité. J'ai visité des sites industriels et j'ai bien compris que dans le monde du cartonnage, il y a l'ancien monde et il y a peut-être le nouveau monde qu'on est en train de créer.
L'ancien monde, c'est du personnel qui a beaucoup d'expérience, mais qui est sur les méthodes d'auparavant. Et puis, dans le monde du coffret, il y a 7-8 grands acteurs en France, pas plus. Il y a de la consolidation qui s'opère de plus en plus. Donc les grands groupes rachètent des entreprises familiales, le peu qui reste, peut-être encore 3 en France. Aujourd'hui, tu es une entreprise familiale. On peut considérer que tu es une entreprise familiale. Par exemple. De certaine façon. Oui. Okay. Tu peux être une proie pour ces grands groupes. Alors de consolidation. mon fils voudrait travailler à l'usine plus tard. Alors je ne sais pas si c'est bien. Garde-la pour lui, garde-la pour lui. Faisons un empire. Donc voilà. Donc du coup, la difficulté, c'est que il faut pouvoir emprunter cet argent, démarrer. Et donc, quand on a visité des sites industriels à racheter, c'est des fabricants d'étuis. Donc, c'est du packaging différent du monde du coffret. Mais ils ont les process. Et j'ai bien compris que ça allait être difficile d'amener le monde du coffret dans une autre méthode de fabrication du packaging. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, allez, on va démarrer de zéro. Et quelle était la force? C'est d'aller dans mon terrain natal, qui est Mâcon. Puisque finalement, quand tous les éléments, quand l'inconnu est de partout, des piliers de l'entreprise de Paris et du personnel qui aujourd'hui était localisé à Mâcon, que moi je connaissais familièrement parlant, ou au club de foot, ou à la pétanque, ou à n'importe quel endroit avec qui vous pouvez pratiquer, jouer, échanger, on a créé une équipe qui déjà se connaissait. Et finalement, on a créé une équipe de foot qui n'avait jamais joué au foot, mais ils se connaissaient. Et ça a été le point de départ. Et si je devais donner un conseil... Faites du foot. Pour créer une usine de zéro Jouez au foot. Ou créer un projet de zéro, il faut que les personnes se connaissent. Jean-François acquiesce complètement, j'ai l'impression. Ouais. Tu vis ça aussi à Rennes, non? C'est pas le même principe? La force de l'ancrage territorial? Non, c'est pas ça. C'est que juste qu'on a attiré du monde, des gens qui se connaissaient un petit peu avant et qui ont fait une grande partie de l'aventure. C'est vraiment exceptionnel. Pour la résilience, et il y a des grands moments où on est en difficulté. Et ces moments-là, c'est parce que ces jeunes et ces personnes se connaissent, sont en équipe et on est beaucoup plus fort dans ce sens. Mais David, ça t'a permis, on va faire un commentaire de nos deux amis financières avant de prendre vos questions dans la salle, mais ça t'a permis de pas trop te diluer, du coup, parce que tu as quand même fait ça par emprunt bancaire, mais tu as réussi à avoir un aspect pas trop dilutif après cette double action. Ça, c'était vraiment mon projet initial, c'était de se dire, la valeur ajoutée, on va la créer maintenant. Bien évidemment qu'à un moment donné, avec Sophie, on s'est posé la question, on s'est dit, ça fait beaucoup, est-ce que c'est pas le moment de faire rentrer un investisseur, un fonds Surtout s'il y en a qui chassent en ce moment. La difficulté, c'est que je voulais pouvoir être maître pour pouvoir travailler dans le temps long. Parce que la difficulté de quelqu'un qui rentre, à un moment donné, il veut sortir. C'est clair. Après quelques temps, et sortir mieux qu'entrer. Voilà. Et donc, bon, après, au-delà de l'aspect de donner, de rentrer, sortir, c'est que sa vision à lui, nos intérêts ne sont pas forcément alignés. Dans un marché de l'industrie, les confrères existent depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. On ne peut pas raisonner à 4 ans, 5 ans, c'est pas possible. Donc je voulais vraiment pouvoir être maître de mon destin et des décisions pour pouvoir avancer sereinement. Et là a été la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, je suis 100% actionnaire de ces entreprises. Et ça a été la grande difficulté où Sophie nous a accompagnés avec le CIC et HSBC, et bien évidemment la BPI, qui est donc Sarah Tolonia, qui a été aussi dynamique que Sophie pour nous pousser en avant. Sophie de BPI Je veux témoigner d'ailleurs de l'efficacité de BPI à l'époque, parce que c'était pas simple du tout. On sortait juste du Covid, et Sarah a été particulièrement efficace avec ses équipes. Ce que je peux juste rajouter peut-être, c'est dire que David devait faire la preuve de sa capacité à créer cette usine, et puis surtout de la faire vivre et de la rendre rentable. Donc un industriel aurait eu du mal, ou un fonds d'investissement en equity aurait eu plus de mal à intervenir dans un premier temps. Mais maintenant, il a le champ des possibles ouvert, c'est-à-dire que tout le monde s'intéresse à lui, des grands comme les plus petits, et là, demain, il pourra ouvrir son capital s'il le souhaite, en tout cas même partiellement, pour se donner les moyens de son développement. Donc il a encore toute une histoire à écrire. Et tu seras là. Aïda, est-ce que tu veux faire un commentaire avant que je ne prenne la question de la salle sur tout ce qu'on a entendu par rapport au regard de BPI France? Oui, c'est juste le point d'ancrage territorial qui est très important pour BPI France, parce qu'on est présent partout en France et on met vraiment un point d'honneur à ça, à s'assurer qu'on comprend bien les enjeux en local et qu'on peut trouver les fournisseurs et partenaires en local pour vous accompagner. Merci à tous les 5. On a encore 5 minutes. On s'était engagé à prendre des questions de la salle. Si vous en avez, ce sera évidemment avec plaisir. Qui veut poser une question? Moi, j'en ai toujours plein, donc j'ai pas d'inquiétude. Oui, monsieur, allez-y. Quand on a une situation économique aussi complexe que la vôtre, s'il y a différents facteurs qui se cumulent, comment vous avez présenté alors votre dossier
Vous pensez à la question pour qui? Lequel? Nous tous? Excusez-moi, oui, pour David. David. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me reposer votre question, s'il vous plaît? Vous avez tous les facteurs un petit peu difficiles qui se sont accumulés à un instant T. Et donc, avec Sophie, vous avez réussi à travailler pour trouver la meilleure solution. Mais concrètement, les critères économiques restent des critères économiques. Comment est-ce que vous avez, et aussi c'est une double question à Sophie, qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez quand même donné votre investissement malgré, C'était complexe, mais c'était pas mal barré parce que la boîte allait bien, en fait. Alors, Faut se le dire merci quand même. Philippe. Ouais, c'est sa force à l'origine. Bah oui, quand même. C'est que la boîte va très bien Faut le rappeler. C'est Et que il a des EBITDA dès le départ qui faisaient pâlir certaines autres entreprises. Ça Ça, aide c'est bien. le point de départ. Exactement, et en même temps, on va sur un nouveau métier qui est donc la production. C'est Et plus ça peut-être, se dire mais tu sais pas être industriel. Est-ce que tu saurais être industriel si je te donne 4,5 millions alors que tu es juste finalement un acheteur en Chine? Je caricaturais. Hein. C'est ça, mais globalement, Philippe a mis le doigt là où il fallait. C'est à un moment donné, l'entreprise elle a accumulé des fonds propres. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je parle du temps long, et Boris est là, et il en témoigne, on a démarré de 5 000 € chacun il y a 15 ans. Et chaque année, je peux vous dire qu'au bout de 2 ans, 3 ans, je m'en rappelle toute ma vie, on était tous les deux chez l'expert comptable. Il nous dit, mais là, on était 3, trading, hein, donc c'est profitable, et l'expert comptable vous dit, mais il faut prendre des salaires, vous avez fait un beau résultat. Puis avec Boris, on l'a regardé, on dit, non, on met en réserve. Et on a fait Tu ça. m'as dit gestion paysanne. Bon paysan. Bon paysan. On aime voilà, bien tu les dis ça, bons ouais. paysans. Mais c'est très bien, hein, ça marche bien. Et pour vous donner, il y a encore 3 ans, je vivais dans 54 mètres carrés à 4. Voilà. Et ça, c'est la philosophie de travail. C'est jamais être esclave de son niveau de vie pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour le futur. Et quand on a compris ça, finalement, au bout de 10 ans, on peut avoir un effet levier beaucoup plus fort parce que pendant 10 ans, on est resté dans une véritable conscience. Et on n'a pas vécu au top niveau à titre personnel, et on a pris les choses comme un bon paysan. Voilà, À aucun moment on se dit je suis complètement dingue. Si. Tous les jours. En tout cas, moi, j'ai peur à chaque fois. Rassure-moi. Ouais. Si. Allez, pour vous faire une petite confidence, pas plus tard qu'en septembre, octobre l'année dernière, je me suis retrouvé à pleurer. Pour de vrai, vous savez, ça m'étonne pleurer, pas. vous dites, voilà, Ça arrive. Il y a les machines, le truc, le personnel, les clients, et vous dites, comment... Et puis, il y a l'équipe. Il y a l'équipe qui est là, et puis vous êtes porté par le personnel, ceux qui vous suivent depuis 10 ans. Et même Boris, parfois que j'appelle, je lui reparle de mes problèmes de packaging. Alors, bon, il est sympa, il m'écoute. Mais et il me donne Tu toujours l'accompagnes des sur sa prochaine aventure? Ouais, franchement, oui, il a une aventure qui mérite d'être écoutée, Cercaliste, pour connecter les industriels en Europe, le Alibaba européen, j'ai pas peur de le dire, parce qu'il y a un vrai problème de sourcing aujourd'hui pour trouver des fabricants artisans en Europe pour les acheteurs, et vice-versa, et les industriels dans l'autre sens. Vas-y Sophie. Philippe, juste peut-être pour ajouter un point à votre question qui est très intéressante, parce que c'est le sujet de chaque chef d'entreprise. En fait, je pense que ça peut servir à tout le monde. L'intelligence d'un chef d'entreprise, quelle que soit la taille de sa boîte, c'est à un moment donné de savoir s'entourer. Donc, David est adorable de mettre en avant le partenariat qu'on a eu, mais c'est surtout, il a eu l'intelligence de réunir autour de lui des gens de la BPI, son commissaire aux comptes, un avocat, Boris, enfin, des gens DAF, importants surtout. en qui il avait confiance pour poser la vraie équation. Et ça, c'est important, quelle que soit la taille de la boîte. Merci à tous les 5, ce sera notre conclusion, puisqu'on a pris un Merci à engagement tous. d'être ponctuel à 12h30. Merci de votre présence, merci à tous les 5 de ce partage d'expérience. Merci à tous. Et bon big. Merci. Merci. À bientôt.